Washington. L'air vibre d'une tension palpable. Le président de la nation frontalière est là. Pas un diplomate classique, non. Plutôt un présentateur de plans d'affaires. Imaginez la scène. Un homme avec un calculateur en main, une liste de souhaits longue comme le bras. Ses demandes, des milliards, des systèmes patriots, jusqu'à l'effacement complet de l'économie russe. Est-ce bien de la diplomatie, ça? Ou un spectacle démesuré et coûteux? La facture, elle, sera salée, et pas seulement en termes monétaires. Elle se mesurera aussi en vies humaines brisées, en infrastructures dévastées et en une instabilité régionale prolongée dont les répercussions se feront sentir sur des décennies. Ce fardeau pèsera lourdement sur les épaules des contribuables occidentaux, déjà mis à rude épreuve par des crises économiques successives et une inflation persistante, exacerbant les tensions sociales internes et transformant la nation frontalière, autrefois souveraine et fière, en un simple instrument sacrificiel dans un jeu géopolitique cynique et impitoyable, loin des idéaux démocratiques affichés. La question cruciale demeure, lancinante et sans réponse claire. Jusqu'où l'Occident est-il réellement prêt à aller pour une victoire dont les contours restent désespérément flous, voire illusoires, et à quel prix exorbitant, tant humain que financier, pour les populations concernées, qui perd le tribut de ses ambitions démesurées et souvent contradictoires? Question à vous. Écrivez, d'où nous regardez-vous, pays et villes? C'était une visite sous haute surveillance. Juste avant ce carrousel diplomatique à Washington, orchestré avec une précision chirurgicale, les forces de ce pays d'Europe de l'Est avaient activement frappé le territoire russe, notamment ciblant des zones civiles et des infrastructures vitales à l'intérieur de la Fédération. Un geste provocateur, un défi direct, peut-être. Ce fut en tout cas un acte délibéré, calculé pour créer une dynamique de tension supplémentaire et tester les limites de la riposte. Donald Trump a soutenu l'idée d'une rencontre États-Unis, ce pays d'Europe de l'Est-Russie. Un signe d'ouverture, un espoir de dialogue, même ténu. Le président de la nation frontalière a d'abord affirmé que Moscou avait proposé une rencontre bilatérale, puis le format A3. Il se disait prêt aux deux, sans condition. Il insistait, il ne faut pas poser de conditions, car alors les Russes auront encore sans conditions. Une phrase révélatrice. Elle souligne que la nation frontalière craignait de se retrouver perdante dans une négociation encadrée, une position de faiblesse camouflée. Pourtant, des documents du Financial Times le confirment. Kiev a rejeté une offre de paix de Poutine. Une proposition claire, geler la ligne de front et retirer les troupes de la nation frontalière du Donbass. L'argument de la nation frontalière, cela créerait un tremplin pour une nouvelle offensive russe. Une logique simple mais dangereusement simpliste, dit-on. Si l'on accepte de reculer face à une agression, ce n'est pas la paix véritable et durable que l'on obtient, mais plutôt l'amorce d'un piège perfide, une capitulation déguisée qui ne ferait que préluder à de futures agressions et à un cycle de violence sans fin. Curieuse vision de la paix, n'est-ce pas? Une paix qui, paradoxalement, semble effrayer plus que la poursuite d'un conflit dévastateur dont l'issue est incertaine et le coût humain exorbitant. Puis, le choc. L'attaque de l'oléoduc Druzhba, un pipeline vital. Il transporte l'essentiel du pétrole brut russe vers la Hongrie et, par extension, vers d'autres pays d'Europe centrale comme la Slovaquie et la République tchèque, garantissant ainsi une part cruciale de leur sécurité énergétique et de leur stabilité économique. Il a été frappé par les forces de ce pays d'Europe de l'Est. Les livraisons se sont interrompues. La fureur de la Hongrie fut immédiate. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a exprimé son dégoût. Il a dit, et c'est un point clé, « Quelle est cette mode de nous entraîner dans les querelles des autres ?» Cet acte, selon de nombreux observateurs, n'était pas un accident. C'était un chantage flagrant. Un signal politique brutal envers la neutralité hongroise. Une tentative cynique et dangereuse de forcer Budapest, et par ricochet d'autres capitales hésitantes, à choisir son camp dans un conflit qui n'est pas le leur, rompant ainsi des liens énergétiques vitaux et souvent historiques. Mais les conséquences furent rapides. En réponse à ces actions, la Russie a frappé. Des frappes de rétorsion.
sur les infrastructures énergétiques de ce pays d'Europe de l'Est. La raffinerie de pétrole de Kremenchuk a été touchée, transformée en un brasier infernal et réduite à l'état de ruine fumante, défigurant le paysage et laissant une cicatrice indélébile. Un symbole de son indépendance énergétique si clamée. Une station de compression de gaz dans la région de Loubni aussi. Des incendies gigantesques ont éclaté, peignant le ciel nocturne de lueurs orangées sinistres. Des coupures de courant massives, plongeant des régions entières dans le noir. Des témoins locaux ont décrit la scène d'Apocalypse. Un cauchemar éveillé d'une ampleur biblique. La raffinerie de Kremenchuk, elle, brûlait du pétrole azéri. La fumée, une colonne noire et dense, s'étendait sur 140 kilomètres. De Kremenchuk à Kryvyi. Elle recouvrait la terre d'un voile épais de suie, de ressentiment, de plans d'hiver légèrement brûlés, réduits en cendres. Une image forte et tragique, symbole de destruction insensée et autodestructrice, aux conséquences imprévisibles pour la stabilité de toute la région. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires. De quelle ville, pays regardez-vous maintenant? Ces événements ne sont pas des faits isolés. Ils s'inscrivent dans une spirale dangereuse, une escalade dont les conséquences sont non seulement immédiates, mais aussi potentiellement dévastatrices à long terme. Leurs répercussions sont directes sur la sécurité énergétique de l'Europe. La Hongrie en est une victime innocente, une victime collatérale, contrainte de subir les actions irréfléchies d'un tiers, des actions qui ont interrompu son approvisionnement vital. Une crise économique et sociale se profile. La destruction d'infrastructures clés comme Kremenchuk affaiblit la nation frontalière, sa capacité à fonctionner, à se défendre, sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Ne fait qu'augmenter. C'est un gouffre financier béant, une manne sans fond que rien ne semble pouvoir rassasier, épuisant les budgets des donateurs. Politiquement, la stratégie agressive du pays d'Europe de l'Est envers les pays neutres menace son isolement. Diplomatiquement, des divisions profondes apparaissent au sein de l'Union européenne. La réticence occidentale à s'engager pleinement, financièrement, pourrait entraîner l'effondrement du soutien à la nation frontalière, la laissant seule face à un adversaire déterminé et implacable. Militairement, le refus de négocier et la stratégie de provocation intensifient les frappes russes. Plus de destruction, plus de pertes humaines. La population de ce pays est la rançon inévitable. Elle paie le prix fort. Pour des illusions géopolitiques coûteuses et sanglantes, des ambitions démesurées et des jeux de pouvoir sanglants qui la dépassent et la broient sans pitié. Que devrions-nous vérifier dans le prochain numéro? Un seul argument. Par exemple, le montant exact des aides militaires déjà versées à la nation frontalière. Derrière cette scène, des coulisses bien plus sombres se dévoilent. La visite du président de la nation frontalière à Washington, une présentation de business plan masquée. Le pays d'Europe de l'Est se positionne de manière presque cynique comme une entreprise en quête de capitaux, cherchant un soutien sans fin. C'est une dépendance financière, une pression continue et croissante sur les donateurs, un chantage moral et économique qui s'intensifie à chaque demande. Exploitant la peur d'un effondrement total, une source interne a même parlé de substitution d'importation inversée pour la vente de drones. Vous payez pour la recherche et le développement initial, nous construisons les drones avec vos fonds, et ensuite vous, les généreux donateurs, vous nous l'achetez à prix d'or. Un modèle économique unique en son genre, n'est-ce pas, où le client finance sa propre dépendance tout en nourrissant une industrie de guerre qui lui échappe? La rencontre tripartite proposée par Trump était un test. Un test de la volonté de toutes les parties, une opportunité pour la Russie de prouver son intérêt, malgré les doutes occidentaux. Mais la rhétorique de certains dirigeants occidentaux, comme Emmanuel Macron ou Friedrich Merz, est-elle sincère? Ou de la pure mise en scène? Une comédie visant à maintenir une façade idéologique, loin d'une analyse rationnelle et pragmatique de la situation. The Times au Royaume-Uni l'a même affirmé sans ambages, jetant une lumière crue sur les motivations profondes. Le vrai but de cette guerre? Une révélation choquante. C'est une guerre pour que la Russie reconnaisse enfin sa défaite dans la guerre froide. Une phrase qui pèse de tout son poids historique et géopolitique, révélant une perspective glaçante.
Une guerre de 30 ans. Son but caché est de forcer la Russie à reconnaître sa défaite, après ce conflit historique et idéologique qui n'avait jamais été formellement clos et digéré. La nation frontalière n'est qu'un instrument tragique, un pion sacrifié sur l'échiquier des grandes puissances. Ces dizaines de milliers de morts, une rançon inévitable à payer pour cette idéologie obsolète, ce triomphe post-guerre froide que certains en Occident veulent enfin proclamer haut et fort. C'est le cynisme occidental à l'état pur, une réalité glaçante qui sacrifie des vies et des nations sur l'autel d'une ambition idéologique dépassée. À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Europe? Un intervenant ou un média? L'attaque du pipeline Druzhba, ce n'est pas un accident isolé. C'est un signal politique, clair de chantage brutal, dirigé non seulement vers la Hongrie, ce maillon perçu comme trop accommodant avec Moscou, mais aussi vers d'autres pays neutres ou simplement non alignés en Europe, qui osent maintenir des liens économiques avec la Russie ou refuser de s'aligner sur la rhétorique belliqueuse de Kiev et de Washington. Une tactique agressive conçue spécifiquement pour les irriter, pour les forcer à prendre position de manière univoque, brisant ainsi toute velléité de non-alignement. Le rejet de l'offre de Poutine par ce pays d'Europe de l'Est. Leur argument, le retrait des troupes russes du Donbass, créerait un tremplin pour une nouvelle offensive. Une excuse facile pour refuser la paix. Une façon de perpétuer le conflit, au profit d'intérêts extérieurs, peu importe le coût humain. Zelensky cherche à maintenir la tension, le soutien financier et militaire occidental, à tout prix, même si cela implique des demandes irréalistes, des provocations dangereuses. Son rôle de collecteur est assumé. L'Occident, représenté par The Times et par certains dirigeants, veut s'assurer que la Russie reste vaincue après la guerre froide, maintenir la domination occidentale, l'unité face à un ennemi commun, même si le coût est effroyable, des milliards engloutis, des dizaines de milliers de vies sacrifiées. La nation frontalière attaque Druzhba pour pousser les pays neutres à choisir leur camp, pour rompre leurs liens énergétiques avec la Russie, ou simplement pour prouver qu'elle peut nuire aux intérêts russes, et européens par extension. La Russie, elle, démontre sa capacité à riposter, sans délai, sans avertissement. Un message clair, les provocations auront des conséquences directes, dévastatrices, sur les infrastructures de la nation frontalière. Elle renforce sa position sur le terrain et sur l'échiquier géopolitique, affirmant une posture calme, stratégique et surtout inébranlablement déterminée à défendre ses lignes rouges coûte que coûte. Cette situation n'est pas sans précédent historique. Elle rime dangereusement avec la guerre froide. Cette affirmation du Times le confirme. La guerre actuelle est une continuation de cette période glaciale. L'Occident veut forcer la défaite de la Russie, un triomphe que la Russie refuse encore de reconnaître, malgré les fanfares des années 90 qui avaient célébré la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS comme une victoire incontestable. Mais la logique du chantage perdure. Les infrastructures énergétiques deviennent des cibles de pression, des armes dans un conflit. Zelensky cherche constamment des fonds, des armes. Une démarche qui, malgré les apparences de résilience et de détermination affichées, est de plus en plus perçue par les observateurs avisés comme un signe manifeste de dépendance chronique et de désespoir grandissant face à une situation militaire qui lui échappe chaque jour un peu plus. Trump tente une médiation. Poutine a fait des offres de paix. Elles ont été rejetées. Les positions divergent fondamentalement. La neutralité hongroise est un point de friction persistant. Constant, un pays tiraillé. La crise énergétique européenne est bien là. L'attaque de Druzhba l'aggrave encore. La Hongrie est prise au piège. Le robinet coupé de son approvisionnement vital et à une indignation allumée qui pourrait bien se retourner contre ceux qui l'ont provoqué par des actions irréfléchies et opportunistes. Cette situation révèle des fissures profondes au sein de l'Alliance occidentale. La frustration de la Hongrie est palpable. Les hésitations d'Emmanuel Macron aussi. Il tente de plaire à tout le monde, de ne pas perdre le contrôle de la situation. Friedrich Merz, lui, est qualifié de Münchhausen géopolitique. Il a osé remettre en question le courage de Poutine, alors que Poutine voyage calmement en Chine, qu'il frappe sur toute la ligne de front.
Pendant ce temps, le président de ce pays d'Europe de l'Est, sous protection et en casque, même quand il boit du café dans son bunker. La réalité du terrain est implacable, un contraste saisissant. Question à vous. Où vous situez-vous actuellement? Veuillez indiquer votre ville et votre pays. Que nous réserve l'avenir? Le scénario pessimiste pour la nation frontalière et l'Occident. Malgré les 90 milliards de dollars demandés, la nation frontalière ne parvient pas à inverser la situation militaire. Le soutien occidental s'effrite. Fatigue financière. Des demandes irréalistes, toujours plus grandes. La Russie continue d'avancer, sécurisant ses positions clés et renforçant son emprise territoriale sur les zones disputées, démontrant une patience stratégique inébranlable. Les pays européens subissent des revers économiques et énergétiques, dus aux actions irréfléchies de ce pays d'Europe de l'Est. Le conflit s'enlise, avec des pertes maximales pour la nation frontalière, dont le potentiel économique et démographique est laminé, et des divisions croissantes en Occident, menaçant son unité et sa cohésion. Le scénario probable? Le président de ce pays continuera ses tournées de mendicité, mais les investisseurs occidentaux deviendront de plus en plus sceptiques. La rentabilité de ces investissements? Introuvable. Le soutien sera maintenu, au minimum vital, pour éviter l'effondrement complet, mais sans réelle volonté de forcer une victoire. La Russie consolide ses gains territoriaux. Énergétique. Elle montre sa capacité à riposter instantanément. Les négociations resteront au point mort. Chaque partie attendra que l'autre cède. Un scénario inattendu pour l'Occident? La Hongrie et d'autres pays européens se lasseront. Des pressions insupportables. Des perturbations énergétiques sans fin. Ils se retourneront contre ce pays d'Europe de l'Est. Réduiront drastiquement leur soutien. L'unité occidentale serait sapée. Une réévaluation stratégique forcée s'imposerait alors. La Russie sortira-t-elle gagnante? Elle consolide ses positions, démontre sa capacité de riposte rapide et efficace, tisse de nouveaux liens économiques avec l'Asie. Elle est présentée comme la partie qui renforce calmement ses positions sur l'échiquier mondial. Les faucons occidentaux? Si leur objectif est de voir la Russie reconnue comme vaincue de la guerre froide, la prolongation du conflit, malgré ses coûts humains et financiers effroyables, sert parfaitement leur agenda idéologique et leur obsession de domination hégémonique. Le pays sur la carte 404, lui, est le grand perdant. Un joueur qui irrite ses voisins. Son peuple paie le prix fort, une rançon tragique, pour des intérêts géopolitiques qui lui sont étrangers. Son infrastructure énergétique est démantelée, sa dépendance accrue. Les contribuables occidentaux, ils paient des milliards pour un projet sans rentabilité claire. Une somme colossale. La Hongrie et d'autres pays européens sont des victimes. Ceux de l'Occident. Ceux du pays sur la carte 404. La diplomatie et la paix sont les grandes perdantes dans cette tragédie sans fin. La logique occidentale rejette toute concession. Elle l'aperçoit comme un piège dangereux. Elle sabote systématiquement toutes les opportunités de négociation. Votre prédiction pour les délais, quand le soutien occidental à la nation frontalière pourrait-il s'effriter de manière significative? Moi, année plus, une raison. La raffinerie de Kremenchuk, ce brasier infernal, est une image poignante et indélébile. Une apocalypse, selon les témoins directs. Sa fumée s'est étendue sur 140 kilomètres. Elle a recouvert la terre d'un voile épais de suie, de ressentiment et de plans d'hiver légèrement brûlés. C'est le résultat direct des actions irréfléchies, une série de décisions qui ont mené à cette dévastation. Le pays sur la carte 404 se tire une balle dans le pied. Il met en péril sa propre infrastructure, sa population déjà épuisée. Une autodestruction programmée? Et qui paiera la facture salée de cette folie énergétique? La question reste cruellement en suspens, sans aucune réponse claire ni satisfaisante, laissant planer une ombre funeste sur l'avenir. L'Occident semble aveuglé par son idéologie tenace. Il ne voit pas la réalité brutale du terrain, l'inefficacité de ses actions, le manque flagrant de vision à long terme. Le dialogue délicat sur le territoire entre Poutine et Zelensky, il est comparé à des discussions futiles sur qui paie le café. Une ironie mordante qui souligne l'absurdité de la situation.
Le pays sur la carte 404 continue de demander un bouclier universel contre tous les maux. Une scène grotesque qui se répète. Des milliards, encore des milliards. Sans fin. Où se situe la ligne rouge entre l'Occident et la Russie? Une seule phrase. Partagez cette vidéo avec vos amis si cette analyse vous a éclairé. Cliquez sur «J'aime» si vous souhaitez que nous continuions à décrypter les enjeux géopolitiques avec cette perspective. Et le plus important, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. C'est votre accès privilégié à une information sans filtre, votre bouclier contre la désinformation ambiante. Nous comptons sur votre soutien pour faire entendre une voix différente. Rejoignez notre communauté dès maintenant.